Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je continue à restituer les archives déclassifiées américaines sur la présidence de De Gaulle via le livre de Vincent Nouzil, les dossiers de la CIA sur la France. Je rappelle que j'ai déjà traité le début de la présidence de De Gaulle durant celle de Dwight Eisenhower aux États-Unis, la suite avec Kennedy aux États-Unis, la suite avec des problématiques internes françaises, notamment la problématique algérienne, la suite avec la présidence de Lyndon Johnson aux États-Unis, partie vaste, longue, extrêmement intéressante, avec des archives particulièrement, j'allais dire savoureuses, en tout cas riches d'enseignements sur le regard des Américains sur De Gaulle, sur la France et sur ce qui s'est passé à l'époque, qui nous renseignent énormément sur ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous invite à aller le voir, mais tout peut se regarder indépendamment. La suite, avec ce chapitre 10, Nixon, De Gaulle, les secrets d'un dégel, que nous allons voir aujourd'hui et dans la prochaine vidéo qui sortira jeudi prochain, le dernier chapitre sur la démission de De Gaulle. Donc c'est parti pour De Gaulle-Nixon, les secrets d'un dégel. La présentation, tout d'abord, de Richard Nixon. Il faut savoir que Richard Nixon, donc, est président des États-Unis du 20 janvier 69 au 9 août 74. Vous savez qu'il en partira suite à une affaire extrêmement importante sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui. En attendant, il vient d'arriver à l'Élysée. Et il faut savoir que Richard Nixon, tout d'abord, était vice-président d'Eisenhower. Eisenhower qui a vu le début de la présidence de De Gaulle. Eisenhower qui a aidé De Gaulle à arriver au pouvoir. J'en ai parlé dans ma vidéo, allez la voir. Et Eisenhower qui avait déjà eu affaire à De Gaulle lors de la libération de la France sur les Allemands en 1944. Les deux personnages se sont donc déjà rencontrés et ont déjà collaboré à l'époque ensemble. C'est très important de le comprendre. Du coup, Nixon et De Gaulle se connaissent. Et il se trouve que De Gaulle et Nixon s'apprécient également. Notamment dans un premier temps, Nixon en fait admire De Gaulle. Il l'a écrit et il l'a dit à de nombreuses reprises. Il a souhaité le rencontrer plusieurs fois dans le passé, avant l'époque qui nous concerne. Et De Gaulle a déjà exprimé plusieurs fois son souhait de voir Nixon devenir président. Il a d'ailleurs même fait plus qu'exprimer le souhait, puisqu'il s'est montré visionnaire à son propos. Et il a annoncé que Nixon serait un jour président des États-Unis. Il l'a dit à Georges Pompidou au tout début des années 50. Dans ce domaine comme dans d'autres, De Gaulle a été prophétique. Entrons donc dans le cœur de ce sujet avec ce chapitre, les secrets d'un dégel, vous allez voir pourquoi. On va changer radicalement de ton avec le président précédent, Lyndon Johnson. Vous savez que lui et De Gaulle, ça a été le cœur de la guerre froide, si j'ose m'exprimer ainsi, entre pour le coup les États-Unis et la France. Là, c'est absolument plus le cas. On est en 1969. Avant même de prendre ses fonctions, Nixon a fait savoir à l'Élysée qu'il souhaitait discuter très longuement avec le général De Gaulle. Lettre de Richard Nixon à De Gaulle, 11 février 69. En préparant mon prochain voyage en Europe, je me réjouis vivement de la perspective de vous rencontrer pour un large échange de vues sur un vaste ensemble de sujets. J'espère sincèrement que, dans les années à venir, nous maintiendrons, vous et moi, le contact le plus étroit et que nous userons l'un vis-à-vis de l'autre d'un esprit de franchise et de totale sincérité. On peut douter, pour l'instant, du caractère honnête de la démarche de Nixon, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Nixon est particulièrement enthousiaste à l'idée de rencontrer De Gaulle et va aller même jusqu'à écouter ce que De Gaulle va lui dire, ce qui change totalement avec les prédécesseurs de Nixon. Le télégramme de Charles Lucé, qui est ambassadeur de France à Washington, à propos des intentions de Nixon. Son désir est d'aborder avec le président de la République le fond des choses, afin de guider ensuite son action. On voit qui va guider l'autre, on voit qui a le dessus sur l'autre. Si lors des rencontres avec les présidents précédents, ceux-ci ne souhaitaient pas écouter les conseils de Gaulle, mais De Gaulle a toujours été franc avec eux, là, je vous l'ai déjà dit, c'est tout un tout autre ton. Nixon vient donc en France le 28 février 69 pour une dizaine d'heures d'entretien avec De Gaulle. Vincent Nouzil nous raconte des discussions et ou des conclusions sur les sujets suivants. Je vous les énonce avant d'entrer dans le détail rapidement de ces sujets. La Russie, la Chine, le Vietnam, Israël, l'OTAN et la force de frappe nucléaire française. Il se trouve que ces conversations ont duré longtemps et qu'elles ont porté sur un vaste nombre de sujets. Un autre compte-rendu de ces entretiens est également paru dans le numéro 32 d'avril 1987 de la Revue française d'études américaines, sous le titre de Nixon de Gaulle, un épisode original des relations franco-américaines, article écrit par Yves-Henri Noyat. Disponible gratuitement sur internet, j'en conseille la lecture. Il rend compte des mêmes sujets que Nouzil, avec un en moins Israël et un en plus l'Europe. C'est pour ça que je vais vous faire une synthèse des deux et je vais vous livrer un petit peu le cœur de ces conversations extrêmement riches d'enseignements. D'abord sur la Russie. De Gaulle rappelle la distinction essentielle qu'il faut établir entre le communisme, qui est une idéologie à l'arrêt à l'époque, et la Russie, qui est une immense réalité nationale,
à la fois par sa taille, par ses ressources, par sa fierté, par ses ambitions. C'est extrêmement important de comprendre que ces deux réalités-là ne sont pas du tout synonymes dans l'esprit de Gaulle. Et pour beaucoup de gens à l'époque, elles le sont totalement. Et De Gaulle donc avait vu venir l'explosion du communisme, tout en voyant bien que la Russie, elle, serait une réalité infiniment plus durable aux yeux de l'histoire. Le principal problème de la Russie, selon De Gaulle, c'est la Chine. Immense frontière commune et mauvaise relation à l'époque. Ce qui l'amène naturellement, d'après De Gaulle, à souhaiter se rapprocher de l'Occident et des USA, pourtant leurs rivales, afin de ne pas avoir d'ennemis trop nuisibles dans cette région, donc voilà, à l'ouest, en particulier l'Allemagne, sous domination américaine à l'époque. Bien évidemment, cela peut surprendre un observateur non avisé des relations géopolitiques internationales qui va se dire mais la guerre froide c'est entre les États-Unis et la Russie et la Chine partagent l'idée du communisme. Ils devraient donc naturellement être plutôt alliés dans une confrontation Est-Ouest. En fait, il n'en est rien du point de vue des Russes. Les Chinois les inquiètent, les Américains leur coûtent trop cher, leur demandent beaucoup trop d'investissement dans une rivalité qui leur prend beaucoup trop d'énergie, d'efforts et de temps. Et donc ils souhaiteraient tranquilliser cette énergie. Pourtant, des événements récents pourraient faire penser le contraire. Il dit De Gaulle à Nixon, pas de souci exagéré à se faire à propos de l'arsenal nucléaire russe, ou sa récente intervention en Tchécoslovaquie, c'est l'affaire de l'invasion des chars à Prague, etc. Tout le monde s'est dit, les Russes jouent des coudes et tout. De Gaulle dit, non, non, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas de velléité à travers l'Ouest, c'est une mauvaise interprétation des choses. Pourtant, ça a eu lieu juste avant, en août 68. L'URSS ne souhaite pas s'affaiblir, mais ne veut en aucun cas conquérir l'Occident. Quand vous leur direz que vous êtes prêt à conclure avec eux des arrangements pratiques, ils vous feront toutes sortes d'amabilités. Ils le désirent depuis longtemps. Voilà la clairvoyance de Gaulle. Et donc, Nixon inaugurera l'ère de la détente. Par son voyage en URSS en 1972, Nixon va suivre les conseils de Gaulle et va se dire que De Gaulle a raison et va aller dans ce sens. Et ce n'est pas le seul sujet sur lequel cela va avoir lieu. Vous comprenez comme ça a une importance énorme pour la suite du monde. La Chine et son avenir. De Gaulle donne son opinion et explique l'attitude de la France vis-à-vis de la reconnaissance de ce pays en 1964. Plus ça ira, plus son rôle et son poids seront considérables. Quelle attitude adopter à son égard? L'ignorer, la laisser cuire dans son jus, ou bien s'efforcer d'établir avec elle les contacts possibles. C'est la voie que nous avons choisie. Il vaut mieux les connaître et avoir avec eux des échanges dans tous les domaines. De Gaulle, pragmatique, veut évidemment des liens étroits avec la Chine, la reconnaître et arrêter cette à l'époque, ovni international qui est que la Chine communiste, personne ne voulait discuter avec, personne ne reconnaissait son existence. Et voilà ce que Nixon répond. Il est vrai que nos intérêts seraient peut-être mieux servis si nous nous inspirions de ce que vous me disiez en 1963, savoir que l'Union soviétique et la Chine étaient deux grandes puissances avec lesquelles il fallait avoir des relations parallèles. Nixon se rendra en Chine en 1972, entamant alors des relations diplomatiques avec le pays. C'est le premier président américain à se rendre en Chine communiste. Encore une intervention américaine suite à un conseil de la France. Ce n'est pas fini. À propos de la guerre du Vietnam, De Gaulle avait déjà annoncé à Kennedy 8 ans plus tôt que la guerre avec ce pays serait un échec, je vous l'avais dit dans la vidéo de rencontre entre De Gaulle et Kennedy, serait un échec pour les USA et qu'ils devraient négocier et faire la paix avec le Vietnam au plus tôt, et que plus cette guerre durerait, plus les morts seraient nombreux, plus l'acharnement du Vietnam à faire quitter les USA de leur territoire serait puissant, et qu'en définitive le Vietnam aurait le dernier mot. Il faut quand même le faire pour prévoir ça, et c'est pourtant l'exacte réalité. Kennedy avait à l'époque exprimé son désaccord, puis Johnson avait poursuivi cette ligne et intensifié un conflit atroce au Vietnam. Avec un déferlement de bombes, les États-Unis ont largué plus de bombes là-bas que durant toute la Seconde Guerre mondiale réunie. C'est un conflit extraordinairement violent qu'il y a eu au Vietnam. Et pourtant, en 1969, De Gaulle continue de conseiller aux Américains de faire la paix. Et voilà la réponse de Nixon. « Je suis d'accord avec votre conception. Nous devons mettre fin à la guerre aussi rapidement et de la manière la plus sage possible. » De Gaulle permettra d'ailleurs discrètement des contacts avec des représentants du Nord-Vietnam dès cette époque, pour commencer des pourparlers de paix, qui aboutiront avec les accords de Paris en janvier 1973. Voilà l'un des legs de De Gaulle au monde, celui d'avoir permis les pourparlers de cette guerre affreuse du Vietnam et d'avoir, à force d'acharnement de sa juste vision, permis de faire comprendre aux États-Unis, via la personne de Richard Nixon, qu'ils devaient se retirer du Vietnam et faire la paix avec eux. Autre sujet, Israël. En gros,
Pour vous placer le contexte brièvement, le pays vient de conquérir en 1967 des territoires appartenant à des puissances arabes, la guerre des 6 jours. Il a conquis au nord le plateau du Golan sur la Syrie, il a conquis les territoires de Cisjordanie et la bande de Gaza, normalement palestinienne, il a conquis tout le désert du Sinaï sur l'Égypte. Et De Gaulle fulmine contre Israël, qu'il souhaite voir se retirer de ces territoires, faute de quoi, dit-il, de graves difficultés suivraient et les malheurs ne feront que croître. Nixon partage cet avis et dit au général: « À propos d'Israël, je voudrais vous éclairer sur 2 aspects. D'abord, il y en a qui pensent qu'aucun président des États-Unis ne peut prendre une décision quelconque au sujet d'Israël sans tenir compte du vote juif. Ce n'est pas mon cas. » Importante remarque, car beaucoup d'analystes aujourd'hui donnent une surimportance au vote israélien et au vote juif aux États-Unis, d'autant plus que, visiblement, il s'agit plutôt d'un vote dévolu aux démocrates, si on en croit en tout cas à l'époque la position de Nixon. En second lieu, les États-Unis devront, certes, exercer leur influence pour qu'Israël accepte un règlement, mais sans pour cela donner l'impression que celui-ci lui est imposé. Et c'est une question délicate. De Gaulle et Nixon tomberont d'accord là-dessus en se disant quelle bonne solution, pour l'instant on ne la voit pas. Nixon sera le premier président américain à se rendre en Israël en 1974 afin d'influencer le gouvernement israélien dans le sens de la négociation pour la paix. La situation est tellement délicate que Nixon mettra du temps à y aller, il ira 5 ans plus tard. Il n'en demeure pas moins que c'est une chose qui aura lieu. La diplomatie de Nixon, finalement, s'inscrit sur le long terme dans la juste vision qu'avait De Gaulle du monde à son époque. À propos de l'OTAN et de la force de frappe française, sujet de vastes disputes entre les 2 pays habituellement, De Gaulle rappelle sa position en 2 points. La France demeure dans l'alliance et reste l'allié des États-Unis. Je vous le répète, s'il y avait une guerre mondiale, la France serait avec vous. De Gaulle n'a cessé de répéter ça. Mais en parallèle, l'OTAN, c'est l'absence d'une défense nationale et c'est le seul pouvoir des États-Unis. Or, la France ne peut pas subsister telle qu'elle est, et ce qu'elle a toujours été, sans une politique et une défense nationale. Sans celle-ci, elle tombe à rien, elle se disperse entre une multitude de partis politiques, elle ne peut pas avoir de gouvernement, elle s'affaiblit, elle n'est pas debout. Au passage, encore une perception d'une justesse incroyable, et d'ailleurs je devrais dire effroyable, sur l'état de la France aujourd'hui, toujours soumis à l'OTAN, et dans la situation que le général décrit. Le meilleur service qu'elle puisse rendre à l'Alliance, donc la France, c'est d'être elle-même, avec ses propres forces et sa politique. Car, dans une guerre, une France dotée de sa substance et de sa réalité serait plus utile qu'une France sans âme nationale. Aujourd'hui, la France a-t-elle une âme nationale? On continue. La réponse de Nixon maintenant. Je crois que je vous comprends bien. Alors là, on tombe de sa chaise. Habituellement, c'est des hurlements. Les États-Unis souhaitent depuis toujours que la France soit leur obligée. Elle l'était avant De Gaulle. Elle l'est depuis que De Gaulle était parti, jusqu'au retour de Gaulle, complètement soumise à la volonté américaine. Et aujourd'hui que De Gaulle s'acharne à vouloir lui maintenir une indépendance depuis 10 ans, Nixon dit ben ok, je vous comprends. Je crois en effet qu'il est bon que les États-Unis aient à leur côté une autre puissance comme la France, qui détienne une capacité nucléaire. Plus important encore, j'espère que nous pourrons aboutir avec la France, conformément à sa position d'indépendance, à étendre et à approfondir notre coopération militaire dans des conditions plus étroites que celles qui existent aujourd'hui. Intention suivie d'effet, puisque le 15 avril suivant, un premier mémorandum sur la coopération militaire franco-américaine est avalisé par Nixon, bien que De Gaulle va partir très rapidement après ces échanges de la présidence et mourir assez rapidement après. Cela sera suivi de conséquences. Les États-Unis s'emploieront d'ailleurs à tout faire pour que la Grande-Bretagne ne se rende pas compte de ça, jalouse de sa position vis-à-vis des États-Unis, au regard de l'idée que les États-Unis pourraient se mettre à avoir des relations privilégiées avec la France également. Et les États-Unis mettront tout un tas de préciosités dans leurs discours, dans leurs intentions, dans leurs rapports, dans leurs méthodes, pour que la Grande-Bretagne ne soit pas inquiétée, pour les rassurer en permanence, tout en leur donc finalement, pratiquement leur mentant sur la réalité de ce qui se passe, à savoir que des programmes d'aide américains pour la réalisation d'une France autonome militairement ait lieu. C'est quand même incroyable. Une façon de commencer à considérer la France comme un partenaire, via des relations bilatérales, plutôt qu'un obligé via le commandement intégré de l'OTAN, une chose
qui aurait pu perdurer si nous avions eu des présidents patriotes après De Gaulle. À propos de l'Europe, donc dans la revue française d'études américaines, puisque Vincent Nouzil n'en rend pas compte, le langage tenu par Nixon paraît bien éloigné de celui du partnership de naguère. Nixon approuve l'existence d'une communauté ayant son existence propre. Les États-Unis ne doivent plus avoir la prétention d'en assumer la direction. C'est merveilleux. Je passe mon temps à vous expliquer dans cette série que les rapports démontrent que l'Union européenne et les États-Unis, c'est la même chose. C'est eux qui pilotent, c'est eux qui décident qu'est-ce qui se passe pas, quand est-ce qu'on met le frein, quand est-ce qu'on y va. C'est eux qui envoient les recommandations, les consignes. Et là, on a l'aveu clair. Les États-Unis ne doivent plus avoir la prétention d'en assumer la direction. Ce qui donc prouve qu'ils en assument la direction. Dans sa conférence de presse du 4 mars, Nixon déclare que c'est aux Européens eux-mêmes de définir les modalités et les méthodes de la construction européenne. Les États-Unis n'avaient pas à s'en mêler, reconnaissant par là même leur mêlement là-dedans. Ils continueraient par contre à assumer leurs responsabilités en matière de défense. Nixon ne renonce pas à tout non plus, mais on a clairement un virage qui aurait pu se poursuivre, mais aux États-Unis aussi, des courants et des lignes différentes après Nixon ont vu le jour. Il faut toujours avoir à l'esprit que la Maison-Blanche n'est qu'un centre de pouvoir parmi d'autres de l'Empire américain. Les différentes agences américaines ont beaucoup de pouvoir, certains autonomes, certains s'émancipant de la puissance de la présidence, certains services de la CIA, de la NSA, etc. Les institutions américaines sont complexes, le Congrès a du pouvoir, etc. Les gouverneurs, etc. Les entreprises privées, multinationales, ont un pouvoir immense sur ce qui se produit aux États-Unis, une influence de corruption auprès des hommes politiques et une influence à l'international, à travers leurs intérêts directs. Les personnalités ayant d'immenses fortunes aux États-Unis exercent eux aussi une influence sur les centres de pouvoirs américains et en deviennent donc un. La diplomatie américaine, avec le département d'État et tous les réseaux des diplomates, ont eux aussi des autonomisations de pouvoir. Les différents conseillers, parfois de l'ombre, parfois des personnes qui arrivent à un poste où on les écoute plus qu'on ne devrait. Tout ceci fait des États-Unis un empire extrêmement tentaculaire, je veux dire aux nombreuses tentacules. Et donc, l'institution finalement qu'est la Maison-Blanche, avec le président américain, a un principe d'incarnation successive via l'élection, qui ne garantit aucunement la continuité d'une politique. C'est ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo. Tous les 4 ans, ou tous les 8 ans, ça change, et en fonction de ça, d'autres influences, d'autres pots de vin, d'autres corruptions, d'autres réseaux de pouvoir ont plus l'oreille ou les moyens d'agir. Les autres élections déterminent également tout ce qui va se passer. Bref, j'espère en tout cas que vous aurez compris l'esprit de cette vidéo, à savoir que un tournant décisif, juste avant le départ de Gaulle, finalement celui-ci voit ses conceptions triompher. Et ces conceptions triompheront après lui. C'est quelque part un hommage que va rendre Nixon au président de Gaulle, et le monde entier va voir les bénéfices de sa clairvoyance, en particulier pour des situations tragiques comme la guerre du Vietnam, où ça c'est des morts concrets, c'est des horreurs terribles quotidiennes qui vont cesser. En partie, bien évidemment, on ne va pas tout mettre sur De Gaulle, mais en partie via la clairvoyance de cet homme et l'influence qu'il aura sur Nixon. Merci à tous de m'avoir écouté. Le rappel de l'organisation de cette partie sur De Gaulle, la prochaine fois, nous verrons, pour finir cette série, le chapitre 11, la démission de Gaulle et le soulagement général des services américains qui n'en pouvaient plus de leur absence de tutelle sur la France et qui vont se dire enfin, la tutelle revient. Merci à tous de m'avoir écouté. Salut, à bientôt.